Excellent mardi à tous ceux qui nous suivent depuis partout au Burkina Faso et précisément depuis Houndé. Nous vous passons le bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes mardi et comme chaque mardi, Serge Youssef Ouidrago sera des nôtres pour la chronique Un œil sur la société. Et aujourd'hui, on parle d'un thème. Nous parlons notamment du non-respect du délai de paiement des salaires par les employeurs. Donc au Burkina Faso, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Madame Wendila Gisèle Oubda. Elle est enseignante inclusive dans une école des enfants autistes. Elle est par ailleurs présidente de l'association féminine pour Nini du Kadiogo. Nous allons parler des activités de cette association et surtout ce que c'est que l'enseignement inclusif. Et puis, bien sûr, pour la rubrique à la découverte de, nous sommes installés au musée de l'eau de Mouktili maintenant, parce que le musée de l'eau est à Lombila. Là, ce musée s'est déplacé à Mouktili. Donc, nous partons à la découverte de ce musée de l'eau cette semaine. Aujourd'hui, vous aurez le témoignage de promoteurs de ce musée. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être là pour encore l'aventure de ce jour qui démarre tout de suite et maintenant avec la première rubrique à la découverte de. Et cette semaine, nous sommes installés à quelques trentaines de kilomètres donc de Ouagadougou à Moutili. C'est dans le village de Kwada. Pour la rubrique à la découverte 2, nous partons à la découverte du musée de l'eau donc du Burkina. Alors, il faut rappeler que le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation, M. Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur de ce musée. Le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila, mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Motili, c'est dans le village de Kwada. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau, mais également la recherche sur l'eau. Ce musée de l'eau expose donc le volet matériel et immatériel en lien avec ce liquide précieux. Ce musée à ciel ouvert a pour objectif principal de valoriser l'eau. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à justement écouter le témoignage donc du promoteur de ce musée. Il s'agit notamment de Alassane Samoura qui revient sur l'historique de la création de ce musée. Je suis Alassane Samoura, je suis sociologue, je suis le fondateur du musée de l'eau. J'ai une expérience dans le domaine de l'eau pendant près de 25 ans que j'ai acquise au niveau national et international. Le musée de l'eau a été créé en 2005 sur initiative personnelle. Comment j'ai essayé de mettre un aspect de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'eau. Parce que les gens disent l'eau c'est la vie, c'est vrai. Mais il faut que l'eau soit la vie avec tout ce qui comporte comme ustensiles, récipients, champs, récits, comptes, qui peuvent aider vraiment à mieux connaître la ressource en eau. Donc c'est pour ça que j'ai créé le musée. Valorisation du patrimoine matériel, immatériel, sensibilisation du grand public, connaissance de la ressource, partage des connaissances endogènes, attraction du public, éducation à l'eau, formation des populations, éveil des consciences, plaidoyer et veille citoyenne. Voilà un peu les missions ou les fonctions du musée de l'eau. Le musée de l'eau a commencé dans un premier temps à Saba, dans une petite maisonnette. De Saba, on est parti à Lumbila. Et de Lumbila, on a ramassé pour revenir ici. À Lumbila, on était très bien accueillis dans une petite maisonnette. Et malheureusement, l'espace dans lequel on était ne sied pas à un espace muséal. On a pu avoir de l'espace ici sur 10 hectares dans la zone de Moutili, où on a commencé à créer le musée. Depuis 4-5 ans que nous sommes sur cet espace, mais on a acquis la parcelle en avril 2011. Donc voilà un peu comment on a fait le musée de l'eau, comment on est arrivé ici et qu'on est en train de mettre en place petit à petit cet espace muséal. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter l'eau depuis la recherche, le transport, le stockage, le prélèvement, et tout ce qui peut s'en suivre comme les différentes vitrines. Nous avons la vitrine eau, hygiène, assainissement. Nous avons la vitrine des femmes.
Nous avons la vitrine qu'on appelle la promotion des droits humains. Nous avons la vitrine en rapport avec les symboliques. Nous avons la vitrine en rapport avec le parc de pommes, tout ce qui est comme pommes. Nous avons la vitrine en rapport avec les changements climatiques. Nous avons la vitrine en rapport avec la météorologie. Toutes ces vitrines, nous essayons de les développer. L'eau et les langues, le mot eau dans toutes les langues du monde. Voilà un peu un ensemble de pavillons ou de vitrines qu'on peut visiter au niveau du musée de l'eau. Le matériel et l'immatériel, c'est-à-dire le tangible et l'intangible, sont toujours des choses qu'il faut mettre ensemble pour que les gens comprennent que tout n'est pas matériel. Il y a aussi tout ce qui est immatériel qu'il faut ajouter pour que les gens comprennent qu'il y a d'autres aspects de l'eau. Parce que l'eau, dans sa vision holistique aussi, prend en compte tout ce patrimoine immatériel-là. C'est ce que je disais tantôt, c'est tout ce qui est contes, chants, récits, légendes, mythes, culture qu'on peut ajouter et qui apporte à l'eau toute sa place au sein de l'humanité. Sans lesquels d'ailleurs, l'eau n'a pas de sens, l'eau n'a pas de valeur. Donc c'est pour ça qu'au niveau du musée, on essaie de mettre une place dans ce qu'on appelle l'intangible, donc l'immatériel, qui peut aider à comprendre l'eau dans sa plénitude. Faites comme Floby, courez tout simplement afin de pouvoir bien sûr réaliser vos rêves. C'est important. Pour la suite de cette émission, Kambo est bien installé sur le plateau de Bonjour le Faso. Avec lui, nous découvrons la une des différents quotidiens du jour, Bébé Kodjo Kambo que nous retrouverons chaque mardi pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être sur notre plateau. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, pour les savoir, commençons par parcourir donc les unes des différents quotidiens que nous avons sous la main ce matin. Okay. Donc, à commencer par l'Observateur Palgar. À la une de l'Obs ce matin, on lit « Verdict procès Thomas Sankara. Si certains y ont trouvé une vérité, pour d'autres, par contre, c'est un simulacre de justice, c'est selon Edi Kombouego, président du CDP. » Toujours à la une de l'Observateur Palga, Adama Soro, président de la Chambre des mines du Burkina, l'avenir minier de notre pays pourrait être hypothéqué. Dialogue démocratique sur les transitions, un diagnostic sociétal pertinent s'impose. Incendie au grand marché de Kaya, une dizaine de boutiques parties en fumée. Opération de sécurisation du territoire national, le bilan du 15 mars au 15 avril 2022. Situation sécuritaire, le président du Faso a séjourné à Bassalogo et à Gibo. Voilà ce que nous apprenait l'observateur Palga dans sa parution du jour. À présent, la une de Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso nous apprend ceci. Sécurisation du territoire national, plus de 130 terroristes neutralisés. Damiba à Bassalogo et Gibo, tour de chauffe avant dialogue avec les terroristes. Présidence de la FIF vers un match dans le match Drogba-Diabaté. Donc une interrogation à lire à la page 4 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Tridome Pascal, Philippe Cardinal exhorte les Burkinabés à construire des murs de tolérance politique. Le CDP dans les bras du MPSR. C'était là la une de Aujourd'hui au Faso. À présent, la une du quotidien Le Pays. Le Pays nous apprend ceci. Crise sécuritaire au Burkina. Le président du Faso à Bassalogo et à Gibo. Plus de 100 terroristes neutralisés. Incendie au marché central de Kaya. Au moins 10 boutiques parties en fumée. Dans la rubrique Mardi politique, c'est Ousmane Nakro, premier vice-président du PPS, qui est à l'honneur. Et il déclare ceci. Je ne suis pas du tout gêné par le timing dans lequel le PPS a été créé. Edi Kombouego, président du CDP, lui déclare ceci. Aucun Burkinabé ne devrait rester en marge de la libération de notre peuple. Recrutement exceptionnel au profit de l'armée burkinabé. Le problème d'effectif est-il l'arbre qui cache la forêt? Donc, une interrogation. Dans la rubrique Révélation de Le Pays, on lit Lutte contre le terrorisme, le président Damiba en contact régulier avec le Mauritanien Moustapha Chafi. Et pour terminer, Pâques 2022 au Burkina,
le retour de la paix au centre des prières. La une du journal Le Quotidien à présent, et on lit ceci. Le missionnaire Mahmoud Nassir Sakib à propos du Ramadan, le jeûne, ce n'est pas les longues prières pendant que votre voisin a faim. Edi Komboego à propos du processus de sécurisation du territoire national, aucun Burkinabé ne devrait rester en marge de la marche vers la libération de notre peuple. Ramadan 2022, l'ABH offre 115 kits de vivres à des personnes vulnérables. Dans la rubrique Le voyageur de Guénan, de Le Quotidien ce matin, on lit Soum, 4 personnes tuées à Pobé Mengao. Axe Kaya-Dori, 2 policiers tombés dans une attaque à Pisila. Quartier Balkoui, Ouaga, 2 morts dans une bagarre devant un maquis. Mine de Perkoa, 8 travailleurs sous terre suite à une inondation provoquée par la pluie. Et pour terminer, Kaya, une dizaine de boutiques consumées par les flammes au grand marché. À présent, la une du quotidien d'État Sidoya, et on lit ceci. Dans la rubrique Trait de plume, notamment, l'énigme d'Umbuya. Retour de la paix au Burkina, les fidèles catholiques en union de prière. Maître Passere Titenga, le chapeau de Saponé date du XIVe siècle. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État présente sa vision aux forces de défense et de sécurité. Et pour terminer, nous partons du côté de Bobo Dioulasso pour voir la une de l'Express du Faso. On lit ceci sur cette une ce matin. Situation sécuritaire. Le président du Faso monte au front à Bassalogo et Guibo. Excusez-moi. Dans la rubrique Autant les dit de l'Express du Faso, on lit documents militaires sensibles sur la toile. C'est quoi ce bordel? Rupture des jeunes à la gare ferroviaire de Ouagadougou. Sitaray offre des kits alimentaires à ses riverains. Edi Komboego, le MPSR a une feuille de route claire, n'en déplaise. Prix des denrées de première nécessité, les contrôles annoncés par le gouvernement sont toujours attendus. Sécurisation du territoire national, l'armée dessert la pression des groupes armés terroristes. Voilà ce que nous apprenait les unes des différents quotidiens ce matin, Abzeta. Merci à toi, Kambou. Mais terminons, ou du moins commençons par là où tu as terminé, notamment parlant donc de lutte antiterroriste. Plus de 130 terroristes neutralisés entre le 15 mars et le 15 avril. C'est bien cela, Abzeta. C'est ce que nous apprend en tout cas le deuxième numéro du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Vous savez que un peu avant, c'était en tout cas des communiqués hebdomadaires que l'armée produisait, donc pour informer l'opinion sur les opérations de sécurisation du territoire national. Et depuis un certain temps, c'est devenu un bulletin mensuel donc d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Donc c'est le deuxième numéro donc, qui nous a été donné de voir. Et selon ce bulletin, donc, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont intensifié les opérations de sécurisation du territoire, donc à travers des actions offensives contre les groupes armés terroristes. Et selon ce que nous apprend le bulletin, l'opération Ougapo 3 se déroule depuis 3 semaines dans la région de l'Est et a permis même de neutraliser une vingtaine de terroristes dans les environs de Pama. Alors, l'opération, j'allais dire, le bulletin nous renseigne également sur les opérations qui ont eu lieu dans les régions du centre-nord, du nord et du Sahel. Et là, on nous apprend que le 16 mars, par exemple, suite à des tirs de harcèlement au sud de Guibo, les forces de défense et de sécurité ont mené une offensive qui a permis de neutraliser 4 binômes armés à moto, donc ce qui va faire 8 terroristes neutralisés. Et la même opération a permis de neutraliser 2 autres terroristes qui tentaient d'enfuir un engin explosif improvisé. Ça, c'était le 16 mars. Les 20 et 21 mars, 40 terroristes ont également été neutralisés. Donc, ces terroristes-là sévissaient au nord de la ville de Guibo. Donc, tout ça, ça entre dans le cadre de l'opération de nettoyage de la ville de Guibo. Guibo, en tout cas, qui était encerclé depuis un certain temps par les groupes armés terroristes. Alors, dans la suite, on nous dit que le 24 mars, 9 terroristes ont été neutralisés.
Donc, suite à une contre-offensive lancée après l'attaque contre les volontaires et les volontaires pour la défense de la patrie à Barsalogo. Voilà. Le 28 mars également, 12 terroristes ont été neutralisés par un raid aérien aux environs de Oursi. Il s'est dit que ces terroristes étaient à la base d'une attaque menée contre les forces armées maliennes au Mali. Donc, c'est à travers des renseignements coordonnés armées maliennes et armées burkinabé que ces terroristes ont été localisés et neutralisés à travers un raid aérien dans les environs donc, de Oursi. Ça, c'était pour les opérations qui ont eu lieu dans les régions du centre-nord, du nord et du Sahel. Il y a eu également des opérations dans les régions de l'Est. Bon, hormis Ougapo 3, dont j'ai parlé au début, il y a eu d'autres opérations qui ont eu lieu dans la région de l'Est et du centre-Est. Et là, on nous apprend qu'en riposte aux attaques de Natiabouani et de Napade, c'était le 22 mars, donc ces attaques qui ont coûté la vie en tout cas à plus d'une dizaine de forces armées, d'éléments en tout cas de forces armées burkinabé. Donc, il y a eu une action de haute intensité qui a impliqué armée de l'air, armée de terre et forces spéciales. Et cette action a permis, par exemple, le 26 mars, de neutraliser 10 terroristes dans les environs de Natiabouani. Alors, le 1er avril, 15 terroristes dans les environs de Tawori et 20 autres terroristes dans les environs de Pama. Donc, ce qui fait au total plus de 130 terroristes neutralisés, peut-être 136 pour être plus précis. Donc voilà un peu ce que nous apprend le bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Alors, il est indiqué également qu'il y a eu d'autres actions, notamment humanitaires, donc des actions de sécurisation des lieux de culte, des actions de sécurisation des marchés, des actions d'escorte, ayant permis d'acheminer des vivres dans des zones qui sont coupées un peu du Burkina, si on peut le dire ainsi. Et en résumé, le bulletin nous apprend qu'il y a eu au total, c'est inscrit ici, il y a eu au total 22 activités de combat, donc aériens, 26 escortes au profit des populations, 39 sécurisations des marchés et lieux de culte et 8 engins explosifs désamorcés. Donc voilà un peu, c'est dans une rubrique intitulée les chiffres du mois que l'on peut lire dans ces bulletins mensuels d'informations sur les actions de sécurisation du territoire national. Donc ça c'était pour ce qui est des informations. Alors comme commentaire, on peut se réjouir que l'armée burkinabé est dans une dynamique où elle va désormais à l'offensive. C'est ce que beaucoup attendaient depuis un certain temps. Mais cela ne doit pas perdre de vue que la situation sécuritaire est toujours critique et le peuple burkinabé attend d'être libéré. Et comme maintenant, on nous parle, en plus de l'offensive, on nous parle de dialogue avec les fils du pays qui ont rejoint ces groupes armés terroristes. Il y a d'autres sources aussi qui nous apprennent qu'il y a eu des émissaires voilà, qui sont allés rencontrer certains chefs terroristes qui seraient disposés à négocier. On espère que toutes ces actions combinées en tout cas vont permettre de sortir le peuple burkinabé de cette souffrance dans laquelle il se trouve depuis 2015, soit pratiquement plus de 7 ans maintenant. C'est ça. Bon, vivement encore ces victoires-là et puis beaucoup de courage toujours au FDS, au VDP et puis bien sûr les groupes d'autodéfense. Et pour finir, Kambou, du moins, on part en Côte d'Ivoire et parce que le nom du nouveau Premier ministre est attendu aujourd'hui même. C'est bien cela. On se rappelle que depuis mercredi, la Côte d'Ivoire est un pays sans gouvernement, si on peut le dire ainsi, parce que le Premier ministre Patrick Kachi avait remis sa démission au président, donc de la République, Alassane Ouattara. De la Côte d'Ivoire. Voilà, et sa démission ainsi que celle donc, de son gouvernement. Donc Alassane Ouattara qui acceptait cette démission avait promis un gouvernement donc resserré ou un premier ministre aujourd'hui donc qui allait donc proposer un gouvernement resserré d'une trentaine de membres et tous les observateurs s'accordent à dire que ce nom sera connu aujourd'hui parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sera face au Congrès. Donc il va prononcer donc un discours donc devant le Congrès et c'est au cours de ce discours, selon ce qui s'est dit, que le nom du futur Premier ministre donc, sera dévoilé. Et d'autres disent aussi que c'est possible que, en même temps,
il annonce aussi les noms du vice-président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, selon la Constitution, doit avoir un vice-président, mais depuis la démission de Kabla Denkan, qui était le dernier vice-président, la Côte d'Ivoire est sans vice-président depuis un certain temps. Okay. Donc, beaucoup disent que le nom du vice-président pourrait être dévoilé aujourd'hui. Et bon, ça risque fort d'être Patrick Achi, donc le Premier ministre démissionnaire. Et comme peut-être pronostic pour le futur Premier ministre, il y a deux noms qui reviennent fréquemment. Donc, le nom de Fidel Sarasoro, qui est son directeur de cabinet actuellement, et aussi le nom de Abdourahmane Sissé, qui est un jeune dynamique, qui est actuellement secrétaire général de la présidence donc de la République de Côte d'Ivoire. On attend de voir d'ici là, d'ici les heures qui suivent, pour savoir qui sera peut-être le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire et qui sera aussi le nouveau Premier ministre. Donc on attend d'ici là pour voir, parce que Alassane Ouattara sera devant le Congrès ivoirien. Donc le Congrès ivoirien, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale réunis, si on peut le dire ainsi. D'accord. Attendons de voir. Merci à toi, Kambou. Merci et très bonne suite d'émission. Merci, reste avec nous. Nous irons d'ailleurs à Abidjan pour découvrir les couleurs du temps ainsi que quelques villes d'affaires également. C'est parti pour la météo. Nous poursuivons avec l'émission du jour et comme annoncé, notre invitée est Madame Oubda. Elle intervient dans l'enseignement inclusif. Nous allons en parler tout à l'heure, virgule, et on revient. Nous recevons pour vous Madame Wendila Gisèle Oubda, enseignante inclusive donc dans une école des enfants autistes et par ailleurs présidente de l'association féminine Poknini du Kadiogo. Bonjour à vous Madame Oubda. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes l'invitée. On sait que vous avez l'habitude aussi de recevoir, notamment parce que vous intervenez dans une chaîne de la place, justement, en tant que présentatrice. Aujourd'hui, vous êtes notre invitée sur ce plateau. Merci d'être là en tout cas. Madame Oubda, on parle d'enseignement inclusif. On parle donc voilà, d'encadrement ou d'éducation inclusive. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de vous engager dans ce domaine de l'éducation inclusive. Ok. D'abord, je veux dire merci de m'avoir permis de parler de notre activité, de parler de l'éducation inclusive, de parler plus tard de notre association. Et je dis bon travail à toute l'équipe de Savane TV. Merci bien. Voilà. Alors, ce qui m'a amené dans cet enseignement, dans l'enseignement inclusif, c'est que j'étais dans l'enseignement classique. Cela veut dire l'enseignement normal. Et je faisais aussi des émissions, à travers mes temps libres, je faisais des émissions radiophoniques, voilà, avec les élèves, et voilà. Et après, il y avait eu une formation, j'étais à Zinri, il y avait une formation à Ouaga ici, par rapport à l'éducation inclusive. Donc, mon directeur m'a envoyé ici. Et j'ai rencontré une dame qui a un enfant autiste. Et ils ont ouvert une école des enfants autistes. Voilà, c'est l'association de ces parents-là qui ont ouvert l'école. Et elle m'a fait la proposition. Je n'avais jamais entendu parler, je n'ai pas eu de formation. Mais bon, on est tombé comme ça. Et puis avec le temps, on a appris dans le tas. Et c'est ça qui nous a conduit à faire l'enseignement inclusif depuis 2017 jusqu'à maintenant. Depuis 2017 jusqu'à maintenant. C'est que quelque part aussi, quand même, c'est peut-être l'amour aussi pour les enfants ou l'amour d'apporter de l'aide aux personnes. Bien sûr. Vous savez que le domaine du handicap est un domaine assez complexe et puis très très délicat. Et c'est pas tout le monde. On ne vient pas là-bas parce qu'on veut avoir l'argent. Si on n'a pas l'amour, on peut avoir les connaissances. Tant qu'on n'a pas l'amour de ces enfants-là, c'est un peu difficile. Donc, c'est l'amour de ces enfants, en tout cas, qui m'ont attiré parce qu'ils ont de l'amour à donner. Je ne vois pas ce que je leur donne. Parce qu'ils m'ont donné de l'amour et puis je les ai acceptés. Donc, c'est l'amour de la chose qui m'a envoyé, en tout cas, dans l'enseignement inclusif. Et si vous devriez justement définir l'éducation inclusive ou l'enseignement inclusif, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je peux dire, avant c'était l'éducation intégratrice. On intégrait les enfants en situation de handicap dans une classe normale et c'est aux enfants de s'adapter. Voilà. Maintenant, c'est l'enseignement inclusif. Cela veut dire qu'on adapte l'enseignement à l'état physique, l'état mental de ces enfants-là. Donc, d'où l'éducation inclusive. Mais dans l'école où vous intervenez, par exemple, vous retrouvez avec des enfants avec quel type de handicap?
Je suis dans une école des enfants autistes. Autistes, oui. Exclusivement. Exclusivement, oui. Voilà. Parce que bon, l'enseignement inclusif, il y a plusieurs spécificités. Voilà. Il y a des enfants autistes, il y a des enfants, il y a des trisomies. Il y a aussi des enfants, des enfants qui sont atteints de trisomie, et aussi il y a des sourds-muets, etc. Donc, oui, il y a autre handicap. On revient justement à l'autisme, puisque c'est votre domaine. Comment vous pouvez nous définir l'autisme? Comment ça se manifeste? C'est vrai, ce n'est pas une définition scientifiquement, mais bon, vous êtes avec ces enfants-là, comment justement ils se comportent? Alors, la première des choses à détecter chez ces enfants, ils ont un problème de communication, un problème d'interaction avec leur entourage. Ils sont indifférents aux codes sociaux, je vais dire. Voilà. On peut l'appeler, l'enfant ne répond pas à son nom et qui s'intéresse plutôt à un détail qui se trouve sur votre habit, qui se trouve sur votre visage, un truc comme ça. Donc ce sont des enfants qui ont des difficultés à avoir des relations avec leur entourage. Et ils ont des troubles de comportement aussi parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Le fait qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, ça déclenche des crises. Les crises, cela ne veut pas dire que ils sont... C'est une façon de communiquer plutôt parce que même les êtres normaux, quand nous n'arrivons pas à nous exprimer, on a mal quelque part. Donc c'est parce que ces enfants n'arrivent pas à communiquer, à exprimer leurs besoins que souvent ils font des crises et les parents souvent se demandent qu'est-ce qu'il a. Pourtant l'enfant veut quelque chose, mais comme il n'a pas la capacité de parler, de dire ce qu'il veut, donc ça déclenche des crises souvent qui sont plus ou moins très graves, plus ou moins, oui, acceptables. Mais est-ce que quelque part, c'est pas difficile d'enseigner dans l'univers de ces enfants autistes? Bon, tout d'abord, il faut la formation. Mais je peux dire qu'au Burkina, ici, il n'y a pas de formation en tant que telle. Personnellement, nous faisons former à travers nos amis qui sont à l'extérieur. Voilà, par Zoom, et puis voilà. Sinon, une formation proprement dite ici, bon, il n'y en a pas comme ça. Il y en a, mais bon, ce n'est pas fréquent. Moi, nous travaillons avec des psychologues. Donc, ce sont les psychologues qui nous donnent souvent les formations, qui nous forment, mais pas une formation formelle comme ça, où l'État a initié. Donc, c'est un peu difficile. Mais maintenant, bon, être avec ces enfants-là, bon... C'est difficile parce qu'il y a plusieurs degrés. Il y a premier degré, deuxième degré, troisième degré. Voilà. Donc, on s'adapte au comportement de l'enfant. On s'adapte aussi à l'état de l'enfant. Et c'est en étant avec l'enfant qu'on arrive à lui donner un enseignement. Parce que, bien vrai que les solutions, comment enseigner, les méthodes sont dans les livres. Oui. Ça, c'est la théorie. Mais la pratique en est autre. La pratique est complètement différente de la théorie. Et nous supposons qu'ils n'ont pas le même programme non, pas du tout. Chaque enfant a un projet. Donc, je veux dire, l'enseignement, l'encadrement est individualisé. Voilà, en tenant compte, bien sûr, de l'état d'autisme de l'enfant. C'est ça. Donc, on ne peut pas prendre une même méthode appliquée à tous les enfants autistes. Ce n'est pas possible. Même nos enfants normaux. Les enfants, il y a des enfants qui apprennent rapidement, il y a des enfants qui ont des difficultés à apprendre, il y a des enfants, il faut chauffer pour qu'ils apprennent. Donc, c'est à l'enseignant de savoir comment diriger son enseignement pour que la prise en charge soit de façon complète et bien dirigée. Ce que je me demande aussi, dans l'école, par exemple, où vous intervenez, c'est déjà le primaire, non? Oui, mais c'est pas un système comme ça. Au fait, comme c'est une éducation inclusive, cela veut dire que ces enfants ne peuvent pas aller directement dans les écoles. Puisqu'on intègre, il y a des enfants qui sont intégrés dans les écoles normales. Mais maintenant, il va falloir d'abord... Parce que c'est le problème comportemental. Pour que l'enfant puisse apprendre, il faut qu'il soit tranquille. Donc, nous travaillons plus sur le comportement avec les psychologues. Donc, il faut arriver à stabiliser l'enfant avant de lui donner un enseignement. D'accord. Voilà, donc l'enfant prend 3 ans. Si, par exemple, le degré n'est pas assez élevé, il prend 3 ans dans nos écoles, dans notre école. Et maintenant, on peut l'intégrer facilement dans les écoles classique normal. D'accord. C'est pas comme si l'enfant part à l'école tout de suite dans vos écoles et puis voilà, il se met à lire vêtu. Non, c'est pas possible. Donc, non, au fait, ça, il faut pas, parce que souvent, il y a des parents qui viennent nous demander est-ce que mon enfant peut être comme les autres. Bon, l'autisme, c'est que nous, on a appris, l'autisme, c'est un état d'être. Voilà, il faut éduquer l'enfant à pouvoir bien vivre son autisme dans la société. Donc, vouloir que l'enfant soit comme l'enfant de Madame Nikema, que l'enfant soit comme un tel, ça va être un peu difficile. Et souvent, c'est ça aussi qui est le problème des parents, le déni.
Donc il faut patienter. Il faut patienter, on les comprend. Mais il faut prendre le courage et puis voilà, suivre son enfant. Mais vous avez des cas comme ça où après peut-être la phase de formation ou d'éducation à votre niveau, il y a des enfants qui intègrent les écoles Bien normales. sûr, il y a des enfants. Et puis vous savez, la plupart de ces élèves-là font partie des meilleurs de la classe. Il suffit seulement de bien savoir, de bien les suivre, de bien diriger la prise en charge. Voilà, parce que ce sont des enfants, il faut avoir vraiment beaucoup d'attention. Ce n'est pas comme les autres enfants, il faut prendre du temps pour eux. Ce qui fait que l'intégration dans les écoles normales, ça cause souvent problème parce que les enseignants qui sont là-bas, ils ne sont pas formés et ce n'est pas leur faute. Et je vais prendre l'exemple du centre Abape, voilà, de M. Pamtaba. Lui, il reçoit les enfants le matin, les grands le matin et puis les intègre dans les écoles normales le soir. Cela veut dire qu'il travaille sur le comportement et on les intègre. Et les enfants suivent très bien les cours, sans problème. Les petits, ils les reçoivent le soir et puis voilà, le matin, ils partent dans les écoles, dans les maternelles, comme les autres enfants. Voilà. Donc cela veut dire quand on les intègre, en tout cas, nos enfants suivent. Là, quand ils sont dans les écoles, je me dis que voilà, ils sont avec des connaisseurs de la chose, donc de l'autisme, et ça va. Mais pour un parent, par exemple, qui a un enfant autiste qui ne s'y connaît pas, c'est quand même aussi des difficultés. Bien sûr, parce qu'il faut aller vers l'information. Et nous savons qu'il y a des parents qui ont ces problèmes, qui ont ces enfants qui ne savent pas de quoi souffre leur enfant. Donc, il faut aller vers les spécialistes. Si, par exemple, c'est à partir de 3 ans que l'autisme de l'enfant se déclenche. L'enfant a des crises, il pleure, il ne s'intéresse à rien, il n'a aucun centre d'intérêt. Souvent, ces gens d'enfants, ils sont hyper sensibles. Hyper sensibles au niveau de l'oreille ou bien au niveau des yeux. Vous allez voir ces enfants, chaque fois, ils sont comme ça. En bouchant, ils diminuent, ils filtrent en fait le bruit. Un petit bruit comme ça résonne trop sur le tympan. Et aussi au niveau des yeux, ils voient la lumière tellement très vive. Donc, ils ont tendance à fermer un peu les yeux pour pouvoir filtrer et la lumière pour pouvoir regarder. Donc, si vous constatez que votre enfant a ces comportements-là, il faut aller voir les spécialistes. Voilà. Et souvent aussi, on peut appeler l'enfant ne répond pas. Le parent croit que c'est un problème auditif. Non, ils ne s'intéressent pas. Ils n'ont pas de centre d'intérêt en particulier. Tout ce que vous faites, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans leur bulle. Voilà, ils font souvent des mouvements répétés pendant des minutes, pendant des heures. Donc, pour pouvoir, en tout cas, entrer dans sa bulle, il faut être comme lui. Il faut faire comme lui. Quand vous faites comme l'enfant, il s'était dit, mais il y a quelqu'un qui est comme moi. Donc, il se dit que je suis accepté et il se laisse aller, il se laisse faire. Donc déjà, lorsqu'un parent détecte ces signes-là que vous avez cités précédemment, il faut tout de suite aller voir les psychologues, en fait. Voilà, ils pourront diagnostiquer pour voir le degré dans lequel votre enfant est, le degré d'autisme. Et ce qui est important aussi, peut-être à relever, c'est qu'il ne faut pas forcément laisser ses enfants à la maison. Il y a certains parents, dès qu'ils détectent ça, ils se disent, bon... Ils se disent, bon, comme il est comme ça, là... Non, au contraire, nous, c'est pour cela, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour la prise en charge de ces enfants-là. Il ne faut pas... Tout enfant qui est né, tout enfant qui vient au monde est éducable. Oui. On prend un enfant qui vient de naître, on met en brousse, il sera comme un animal. Donc, cela veut dire que les enfants, on peut les éduquer, ils ont des potentiels et que l'éducation seule peut aider ces enfants-là à faire, en tout cas, à développer ces potentiels-là. Merci pour toutes ces informations, Madame Ouda. Maintenant, on va aborder l'aspect, bien sûr, de votre association. L'association est dénommée Association féminine Poknini. Exactement. Poknini, donc, du Kadiogo. Déjà, Poknini, ça veut dire... Ouvre l'œil. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Voilà, les yeux à mourir. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? Est-ce que vous pouvez plus nous la présenter? Oh oui, comme je suis dans le domaine, l'association lutte contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap, plus précisément des enfants. Voilà. Et nous sommes plus sur la communication. Il faut d'abord communiquer, sensibiliser, voilà, pour dire que le handicap n'est pas une fatalité, pour donner l'information à la population, à la société, parce que ces enfants font partie de nous, ils font partie des éléments de la société. Il n'y a pas de raison que nous les mettons à l'écart. Donc, et nous sommes aussi sur la prise en charge, voilà, sur la prise en charge de ces enfants, parce que nous assistons les parents à la maison. Voilà. Ça, c'est une particularité, ça. Oui, nous assistons les parents à la maison
pour la prise en charge de l'enfant, puisque bon, la plupart du temps, les enfants passent le temps à l'école, mais les week-ends et les congés comme ça, c'est un casse-tête chinois, d'après les parents. Voilà, pour vraiment gérer le quotidien de ces enfants-là. Donc, nous assistons les parents qui sont vraiment dans le besoin, qui nous sollicitent, bien sûr, voilà, à domicile. Et aussi, nous luttons pour, je vais dire, l'autonomisation des jeunes filles, mais voilà, qui sont déscolarisées, qui sont déshéritées, peut-être qui sont rejetées. Voilà, nous faisons des formations. On n'a pas encore initié, mais ça y est en cours. Nous avons toute une panoplie d'activités, voilà, qui seront, en tout cas, d'ici là, nous allons mettre en pratique. Voilà. Maintenant, on va parler de l'activité justement qui va venir récemment, dans quelques jours pratiquement. Il s'agit notamment d'un cocktail débat, d'échange, de partage de témoignages justement et de conseils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ok, merci bien. C'est lors de la célébration de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme que j'ai participé à une conférence de M. Pamtaba. On parlait de l'autisme et inclusion sociale. Et l'idée nous est venue d'offrir un cadre d'échange aux parents de cette... Parce qu'on a constaté que les parents n'étaient pas assez présents à cette conférence. Pourtant, la conférence intéressait plus les parents parce que c'est pour eux que M. Pamtaba a initié cette conférence-là. Donc, bon, c'est pour offrir un cadre informel aux parents de pouvoir, puisqu'il y a des parents qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs enfants. Donc, s'ils se retrouvent, il y a d'autres aussi qui arrivent à s'en sortir. Il y a plein de mamans qui arrivent à gérer, en tout cas à avoir une très bonne prise en charge par rapport à l'autisme de leurs enfants. Donc, durant ce cocktail-là, il y aura un partage, il y aura des témoignages et puis il y aura aussi des conseils du psychologue M. Pamtaba, voilà, qui va en tout cas offrir aux parents, à toutes les personnes qui seront là et aussi aux structures qui militent dans le domaine du handicap. Voilà, donc c'est un cadre. C'est pour des échanges. Oui, c'est pour des échanges. Il n'y a pas de conférence, il n'y a pas. Non. Voilà, on est là en cause. Chacun donne ses expériences, chacun dit ses difficultés et ensemble on trouve une solution. Et ça sera un cadre permanent d'écoute. Voilà, si les parents ont des difficultés, ils peuvent venir s'adresser à nous pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Et quelles sont vos attentes en organisant cette activité? Alors, la première des choses, c'est de pouvoir fédérer toutes ces structures qui sont dans le domaine du handicap parce que nous voyons que ces structures sont un peu, chacun est dans son chacun. Pourtant, c'est la bonne prise en charge de ces personnes-là. Pourquoi ne pas fédérer, ne pas se mettre ensemble pour pouvoir donner la voix, porter la voix plus haut par rapport de ces personnes-là, notamment de ces enfants, parce qu'ils font partie de notre société. Et aussi... comment on appelle ça, interpeller les autorités. Parce que les parents de ces enfants, ils souffrent. Normalement, ils devraient avoir une attention particulière. Et avoir un enfant handicapé aujourd'hui, on est handicapé doublement. Non seulement la prise en charge éducative coûte tellement cher, mais les structures spécialisées ne sont pas aussi, je vais dire, c'est pas nombreux. Et c'est essentiellement des privés, j'ai l'impression. Oui, c'est essentiellement des privés. Il faut payer forcément cher dans ces écoles. Et même pour l'intégration, les écoles publiques ne prennent pas facilement nos enfants autistes. C'est difficile. C'est dans les privés, mais dans les privés aussi, ça coûte cher. Et le personnel aussi n'est pas formé. Mais bon, comme c'est le privé, les gens, vous savez ce que c'est que le privé. Ils prennent les enfants, mais la prise en charge n'est pas comme ça. En tout cas, la prise en charge n'est pas totalement satisfaisante. Et aussi, souvent, il y a des parents, ceux qui ont les moyens, prennent des auxiliaires qui accompagnent leurs enfants pendant les cours. Parce qu'il faut les assister. Il y a des enfants qu'il faut assister. L'enseignant ne peut pas assister un enfant pendant que d'autres sont là. Il a tellement d'enfants en classe. Donc, il y a d'autres parents qui prennent des auxiliaires qui puissent assister leurs enfants, les aider à faire les devoirs, les aider à recopier les leçons, etc. Donc, c'est pour interpeller les autorités, surtout à se pencher sur ce phénomène-là, parce que nous qui vivons avec les parents, nous qui travaillons avec ces parents-là, on voit que les parents en souffrent tellement. Et les enfants aussi.
ne trouvent pas de solution, préfèrent laisser leurs enfants à la maison. Comme il est comme ça là. Comme il est comme ça là, il est éducable aussi, comme les autres enfants. Donc c'est une interpellation en même temps, une sensibilisation et une conscientisation aussi à l'endroit de la société. Madame Oubda, est-ce qu'il y a des conditions pour participer à ce cocktail? Il n'y a pas de conditions, tout le monde est invité. Okay. Parce qu'on a organisé ce cocktail-là pour tout le monde, c'est pour donner une information, conscientiser et puis sensibiliser les structures qui sont dans le domaine du handicap, que ce soit les parents d'enfants, que ce soit toute personne qui voudrait vraiment comprendre ce que c'est que l'autisme, comment la prise en charge de l'autisme se fait. Parce que ici, le thème là, c'est le cas d'autisme. En famille, quel défi pour les parents? Parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas du tout facile. Souvent, les parents veulent, pendant les week-ends, les congés, les vacances, veulent laisser les enfants et puis sortir. Mais n'ayant personne pour les laisser avec, c'est compliqué. Donc, notre cadre aussi est aussi là pour recueillir ces enfants-là pendant ces temps libres. Maintenant, l'activité a lieu quand et où? L'activité a lieu le 23 avril 2022. Et c'est un centre que nous avons emprunté. C'est un centre de Tai Chi Kung Fu qui se trouve aux côtés de Dassasso, à côté du mur de Jivinafi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est dans quelques jours, le 23 avril. Oui. Et est-ce qu'il faut d'abord peut-être s'inscrire ou bien on peut venir le jour J? Non, il n'y a pas d'inscription. Voilà, vous appelez seulement pour avoir une bonne indication, surtout, il n'y a pas d'inscription. Au contraire, nous voulons avoir beaucoup de monde pour pouvoir donner l'information. Donc, on va vous permettre de laisser un contact peut-être? Oui, ceux qui voudront m'appeler, qui voudront rentrer en contact avec nous, vous prenez le 51 50 39 94. Le 51 50 39 94. Voilà. Et les parents aussi qui seront intéressés pour la prise en charge de leurs enfants à domicile, n'hésitez pas à nous appeler. On tire justement vers la fin de notre entretien. Il faut rappeler que c'est une activité que vous co-organisez avec, la structure de Monsieur Pamtaba, exactement, parce que nous sommes une structure naissante. Donc, nous joignons à Monsieur Pamtaba pour plaider la bonne cause des enfants en situation d'autisme. Lui qui est psychologue. Lui qui est psychologue et puis c'est son domaine. Donc si vous avez des difficultés, allez-y voir M. Pamtaba. C'est vraiment la personne indiquée. Monsieur et Madame Oubda Douès, maintenant pour finir, on va vous permettre de lancer un appel à l'endroit de nos téléspectateurs concernant cette activité, mais concernant l'autisme en général. Exactement. Alors je vais inviter tout le monde à participer à notre cocktail d'échange, de partage, de témoins et aussi de conseils par rapport au cas d'autisme en famille. Et en même temps, je vais interpeller les autorités à avoir vraiment un œil attentionné à l'endroit des personnes en situation de handicap, plus précisément des enfants en situation de handicap parce que les parents en souffrent. Et à l'endroit de toute la communauté, de toute la société d'ailleurs, avant de voir le handicap de quelqu'un, il faut voir d'abord la personne, parce qu'on est tous des humains. Et nous sommes tous des personnes en situation de handicap. Voilà, je suis là, je veux prendre l'avion. Si je n'ai pas le billet d'avion, je suis handicapée. Donc cela veut dire que nous tous, nous sommes en situation de handicap d'un moment à un autre. Donc, prenons ces enfants-là comme nos enfants. Ce sont des enfants normaux. Et souvent même, ce sont les grandes personnes qui empêchent leurs enfants de jouer avec ces enfants. Sinon, les enfants... Ils connaissent. L'enfant est innocent. L'enfant est innocent, il est amour, il accepte tout le monde, voilà. Donc, ne faisons pas de différence. Et l'autisme est un phénomène un peu méconnu au Burkina Faso. Donc, nous voulons en tout cas démystifier l'autisme pour que chacun comprenne ce que c'est que l'autisme, ce que c'est qu'un enfant autiste, comment un enfant autiste se comporte vis-à-vis de nous, vis-à-vis de son entourage aussi, voilà. Merci à vous, Madame Oubda. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Madame Wendila Gisèle Oubda. Elle est enseignante inclusive donc dans une école des enfants autistes aujourd'hui. Donc présidente de l'association féminine Poknene du Kadiogo, et elle organise cette activité dénommée cocktail de débat et d'échange qui aura lieu le 23 avril prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer un clip. Il s'agit notamment du tout dernier clip de Greg Le Burkimbila qui nous chante Aléo Ame. Vivement qu'on vous passe la bague de doigt pour ceux ou celles qui bien sûr le désirent.
C'est important de préciser. Merci à Malika, non, à Pamika du moins. Merci à Pamika pour ce beau clip d'ailleurs. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la chronique du jour. Et c'est aujourd'hui Youssef qui s'installe pour la chronique. Il est bien installé sur notre plateau, Serge Youssef Ouedraogo, appelé Karansamba ici. Bonjour Youssef. Bonjour Abzeta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, ce mardi, Youssef, le thème que nous abordons, c'est le non-respect du délai de paiement des salaires par les employeurs au Burkina Faso. Oui. Mais on a tendu notre micro, bien sûr, aux populations qui ont donné leur avis. Donc, on va y aller. On écoute le micro-trottoir, on écoute les avis des populations et on revient pour la suite sur ce plateau. Selon moi, concernant les salaires des employés avec leurs patrons, souvent aussi c'est dû au défaut des patrons parce que d'autres, ils ont de l'argent mais c'est difficile de pouvoir enlever l'argent donné. Mais d'autres, ils travaillent avec d'autres partenaires. Si les partenaires n'arrivent pas à les payer, eux aussi n'ont pas les moyens pour gérer leurs employés. Donc c'est ça souvent qui font les difficultés. Sinon, quand tu as des employés, dans le temps normal, il faut les payer pour les motiver. Et parce que c'est à cause de tes employés que ton entreprise existe et ton entreprise vit. L'état des salaires, là, c'est pas intéressant. Ça n'est qu'à ma pensée. Tarder les salaires des gens, c'est pas intéressant. Moi, je n'apprécie pas ça. Parce que tu es appelé à être peut-être avoir des enfants et ces enfants-là peuvent travailler avec quelqu'un demain. C'est ça? Si on traîne leur salaire, vous pensez que c'est bien? Vous êtes entendu avec le patron. Tu vois que mon entreprise, ça fonctionne souvent. Souvent, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il arrive des moments que l'entreprise est en faillite. Je peux vous payer très bien et de façon normale. Et si l'entreprise, ça ne va pas, vous devrez me comprendre aussi. Et il peut y avoir des moments que je ne vous paye pas, mais on doit être toujours patient pour attendre au bon moment encore. À la fin du mois, normalement, tu dois payer la personne au moment même que la sueur n'est pas encore sec. Parce que dans la vie, chacun a ses dépenses. À la fin du mois, peut-être que tu as pris des crédits que tu veux aller remettre. En ce moment, si tu n'as rien à rembourser, c'est compliqué. Donc moi, ce que je demande aux patrons, à ceux qui embauchent les gens, de les payer à temps. Au moment que la personne en a besoin, ils n'ont qu'à payer. Ça va faire du bien à ces gens-là. Au lieu de les laisser, après, ils vont aller encore emprunter de l'argent avec des gens pour se nourrir ou bien pour nourrir leur famille. Merci en tout cas à vous pour vos avis. Nous avons bien noté, merci. Et surtout, merci à l'équipe qui était sur le terrain, Daouda Yamego, Joël Compaoré et Judy Kaye. Merci à vous. Alors, Youssef, il faut payer les gens avant que la sueur ne soit sec. La sueur ne soit sec. Bon, la sueur ne soit sèche. Oui. Bon, en fait, c'est vraiment un proverbe, mais c'est pour dire il faut payer les gens à temps, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses des avis des populations? Oui, par rapport à payer pour que la sueur soit sec, il veut dire que, parce qu'il même dit que l'homme doit travailler, doit se nourrir à la sueur de ses fronts. C'est ce que lui veut interpréter. Voilà. Donc quand tu finis de travailler, il faut qu'on te paye avant que la sueur ne soit sèche. C'est ça justement. Voilà. Donc par rapport aux avis de la population, on n'a pas trop de commentaires à dire. La majorité dit seulement, si tu travailles et tu as droit à quelque chose, que ceux qui t'ont recruté doivent faire l'effort de te donner ça parce que tu as autre engagement aussi. Parce que tu comptes sur ça pour faire des réalisations. Bien sûr. Quand ça tarde, on te met dans des problèmes et dans des difficultés. On va en parler tout à l'heure. On te met surtout dans des difficultés peut-être avec ton bailleur, mais on en parle tout à l'heure. Youssef, que penses-tu en général peut-être du retard de paiement du non-respect du délai de paiement par les employeurs? Il faut dire qu'au Burkina Faso, la plupart des entreprises, on parle des entreprises privées, même dans le public aussi, il y a souvent qu'il y a des gens qui font des prestations de services qu'on ne les paye pas. Il faut ajouter ça aussi. Donc, il y a que certains ont la bonne volonté et se sont mieux organisés
pour que les employés qu'ils ont engagés soient vraiment motivés et reçoivent ce qu'ils doivent attendre. D'autres aussi ne le font pas. Peut-être que c'est par négligence ou bien c'est par manque d'organisation, si on peut bien le dire. Dans tous les deux cas, il y en a. Il y a d'autres qui sont corrects, d'autres ne sont pas aussi. L'autre a bien dit dans le reportage qu'il y a d'autres qui ont peur même d'enlever quelque chose même pour donner à ceux qui ont travaillé. C'est ça. C'est ça aussi le problème. Alors, Youssef, et quand on parle de retard de paiement des salaires ou de non-respect du délai de paiement, est-ce que c'est un manque donc, de volonté de la part notamment des employeurs ou bien c'est peut-être dû aussi à des difficultés financières ou des difficultés économiques? Oui, quand nous allons prendre un peu par rapport à cette question, par rapport à manque de volonté ou bien par difficulté économique, il y a les deux cas. D'accord. Il y a les deux cas. Voilà, on peut calculer ça comme ça. Il y a les deux cas. Il y a des employeurs qui ont les moyens nécessaires, mais ils n'ont pas la volonté. Voilà, parce que certains, la dernière fois j'étais dans un lieu et un qui était venu pour s'exprimer, il disait qu'il lui voulait parler. Il dit quoi? Que parce que lui, il travaille avec son employé et à chaque fin du mois, quand le mois est presque à terme, il va avec l'employé plutôt, il dit d'attendre. Lui, leur employeur a sa technique, c'est-à-dire que c'est de les renvoyer. À tout moment, s'ils vont... À tout moment, il renouvelle son personnel, justement, en fait. Lui, sa technique, c'est comme ça. Ça, c'est une entreprise qui risque de ne pas aller loin. Il renouvelle son personnel. Parce que quand les gens vont pour réclamer, si vous ne voulez pas, partez. Parce que là, on est dans le domaine du privé. Et c'est délicat. Voilà. Parce que donc, quand si vous ne voulez pas, ça peut partir. Donc, les gens partent et ils renouvellent encore. Et le gars, il était venu pour s'exprimer, il n'était pas content. Bon, j'ai dit, mais bon, c'est compliqué. Voilà. Il dit, c'est pas bon, mais on va te diriger où tu peux aller t'exprimer pour qu'on t'attende. Ou bien, il faut repartir négocier à l'amiable pour avoir ce que tu dois avoir. Même si tu vas prendre ta décision de partir, tu peux partir. Sinon, à tout moment, le gars renouvelle son personnel. Donc, vous voyez ce qui s'appelle. Donc, ça, c'est manque de volonté. Oui, c'est une mauvaise volonté. C'est manque de volonté, une mauvaise volonté. Par contre, d'autres ont des problèmes de gestion. Ils ont des problèmes de gestion, ils ont des problèmes d'organisation à l'interne et il arrive souvent qu'ils n'arrivent pas à honorer le délai, le respect des délais par rapport à leurs employés. Ça, on peut le comprendre souvent. Voilà. Par contre, ceux qui n'ont pas la volonté, on ne peut pas le comprendre. Si quelqu'un travaille avec vous et vous avez pris l'engagement de lui donner quelque chose pour sa famille et lui-même, vous savez qu'aujourd'hui, derrière un travailleur, ce n'est pas sa famille seulement, c'est tout un village. Bien sûr. Avec ses difficultés, avec ses problèmes aujourd'hui, surtout au Burkina Faso, si toi surtout quand tu es fils aîné comme Youssef. Non, bon, je ne suis pas fils aîné, je suis aîné. Voilà, bon, mais c'est pas simple. Voilà, quand vous travaillez, ce n'est pas vous seulement, il y a tout un village qui vous regarde. On se dit que vous avez les moyens et vous ne pouvez pas aider. Donc, ce qui fait que les gens aussi ont tendance à coincer aussi les employés pour les dire, bon, c'est vrai, vous avez des problèmes, mais essayez au moins, c'est pour que moi je puisse résoudre certains problèmes. Et ça part ensemble. Oui. Alors, c'est vrai, tu as bien fait de souligner aussi les difficultés souvent que rencontrent les sociétés, parce que quand on parle de non-respect du délai de paiement, c'est très souvent pour les entreprises ou les sociétés privées. Oui. Parce que c'est comme aussi, c'est de l'entrepreneuriat. C'est comme quand toi-même, personnellement, tu lances ton entreprise. Il peut y avoir des moments où ça va. Mais il peut y avoir des moments où ça sombre vraiment, ça ne va pas. Et ça peut ne pas être justement le problème de l'entreprise ou de la société. Parce que c'est quoi? Il y a souvent des entreprises qui travaillent avec des partenaires. Quand les ressources se font rares au niveau du partenariat, ça veut dire qu'ils n'ont plus forcément l'argent pour justement honorer le paiement de leurs employés. Il y a des entreprises qui fonctionnent un peu comme à base donc de l'argent qui rentre au quotidien. Ça veut dire ce que vous utilisez pour fonctionner, l'argent que vous utilisez pour fonctionner, c'est ce que vous faites rentrer exclusivement. C'est uniquement ce que vous faites rentrer que vous utilisez pour fonctionner. Dans le cas là, si à un moment donné, vous ne faites pas rentrer beaucoup, pour justement prendre en charge toutes les dépenses donc, de l'entreprise, ça veut dire qu'on risque de sacrifier des salaires.
notamment avoir des retards de paiement de salaire pour pouvoir peut-être se dire, peut-être que les responsables se disent, ce qui est urgent et ce qui est peut-être important, c'est de pouvoir assurer le minimum pour que l'entreprise fonctionne. Parce que c'est vrai, je ne dis pas que les salaires ne sont pas importants, Youssef. Est-ce que tu suis ma logique? Oui. Mais quand il y a difficulté pour que l'entreprise ne disparaisse pas, les responsables peuvent se dire, bon, on hypothèque. Bon, enfin, comment je ne sais pas le mot que je vais utiliser, mais on met entre griffes quand même les salaires pour permettre à l'entreprise de fonctionner, pour que les employés puissent continuer à travailler. Parce que si l'entreprise disparaît, ça veut dire que et l'employé et l'employeur, vous disparaissez tous. Donc, est-ce que ça aussi, quelque part, il ne faut pas souvent comprendre aussi les patrons? Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. On peut comprendre les patrons, mais toute chose, c'est une organisation interne. Voilà. Si celui-même qui travaille avec vous, il n'est pas aveugle, il voit ce qui se passe. S'il voit réellement qu'il y a des difficultés, il va vous aider à surmonter ces difficultés pour que l'entreprise fonctionne toujours, pour que lui puisse travailler. Mais si d'autres, c'est la mauvaise volonté, vous ne pouvez pas dire que non, il va souffrir. Même s'il souffre dans son corps, dans sa chair, il ne sait pas où aller, c'est pas bon. Voilà. Dans ce cas, il y a ça aussi. Dans chaque problème, il y a une solution. D'accord. Il suffit seulement de communiquer. Et je te prends au mot quand tu parles de communication aussi, c'est souvent ce qui manque. Hein, parce que souvent, on se retrouve avec un retard de paiement de 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Et le problème, c'est qu'on ne vous dit rien. C'est comme si tout est normal, en fait. Peut-être que si on part sur plus de communication, peut-être que, voilà, on peut se dire, on se sacrifie un temps donné et ça passera. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça aussi. Est-ce que ce n'est pas la communication aussi qui fait souvent défaut? On laisse tout le monde imaginer, oui, ils doivent avoir l'argent, mais bon, ils refusent de nous payer. C'est ça que j'ai dit, c'est l'organisation interne de l'entreprise. Dans chaque entreprise, il y a un organigramme. Par rapport à l'organigramme, chacun sait dans quel lieu il doit s'adresser, dans quel lieu il ne doit pas s'adresser. Si l'organigramme est bien respecté, oui. Et ça va du haut en bas, les gens vont comprendre. Ça veut dire que la communication devrait venir naturellement, c'est ce que tu essaies de dire? C'est ça, il y a une communication. Dans chaque travail, il y a la communication. Si vous ne communiquez pas, les gens, de bouche à oreille, est-ce que ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais si vous communiquez, comme vous l'avez dit tout de suite, vu ces problèmes, voilà ce que nous voulons faire, voilà. Donc, patientez, faites ceci, cela, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas cette communication, les gens sont dans leur coin, ils s'imaginent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, c'est bon, c'est pas bon, Dieu seul le sait. D'accord. Alors, Youssef, peut-être que souvent aussi, il faut parler des voies de recours qui s'offrent aussi notamment à l'employé en cas de non-respect aussi du paiement de son salaire. Oui, quand on parle de voies de recours, ça c'est dans la normale, quand l'entreprise est bien organisée et bien structurée et tous les différents compartiments y sont, on ne peut pas dire voies de recours. Mais si l'entreprise fonctionne, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont des entreprises créées par des individus. Voilà. Des quoi? Pas des individus. Des individus. Voilà. Il y a des entreprises aussi qui sont créées par des gens, par des groupes qui sont actionnaires. Donc tout ça, ça diffère de l'autre de l'un à l'autre. Donc maintenant, si c'est bien structuré, comme je l'ai dit, il y a les voies de recours. Les voies de recours, normalement, il y a les recours gracieux. Là, ça c'est simple. Ça, c'est jeune seulement l'employé, celui qui vous a employé, par une correspondance pour le faire savoir que chef, patron, DG, responsable, vu, excusez, est-ce que vous pouvez, à l'écrit, par rapport à ce que je dois, il y a un retard, est-ce que je peux avoir cela? Voilà. Ah oui, on peut adresser une correspondance pour réclamer son salaire. Par rapport au règlement le contrat de travail au Burkina Faso, on peut adresser une correspondance à son patron pour lui réclamer son dû après un retard de 5 à 8 jours. Par rapport au 5 délai. À quoi? À 8 jours. 5 à 8 jours. Ah oui, déjà? Oui, les tests au Burkina Faso. Si on vous paye le 30 et
à partir du 30, vous n'avez pas eu ce que vous devez avoir, jusqu'au 5, 6, vous pouvez faire un écrit. Ça, c'est dans la norme, la règle normale du groupe Burkina Faso. Ça, c'est la première chose. Voilà. Maintenant, comme j'ai tout dit ici, c'est bien organisé. Et tous les différents compartiments y est. Voilà. Parce qu'il y a des sociétés ou des entreprises qui sont gérées par des clans. Voilà. Si c'est des groupes, des RACRL, bien organisés, chacun sait ce qu'il doit jouer là. Le deuxième recours que je peux donner ici par rapport à la loi du travail au Burkina Faso, c'est saisir l'inspection du travail et vous exposer vos faits. Par rapport, je travaille avec mon employé et voilà, par rapport à ça, je n'ai pas eu, donc je venais vous voir, est-ce que vous pouvez m'aider à voir? Avec l'inspection du travail, c'est sûr qu'il y a souvent des documents qu'on demande. Hein. Moi, je pense, c'est vrai, quand on parle d'entreprise, je ne vois pas forcément les grandes entreprises privées. Parce qu'il y a aussi des petites entreprises qui sont là. Mais les employés n'ont pas forcément de contrat. Est-ce que si tu pars pour voir l'inspection du travail? Petite entreprise, grande entreprise, c'est petit qui devient grand. Voilà. Parce que quand c'est petit et vous vous organisez pas bien à l'interne, quand ça sera grand aussi, ça sera la même chose. Voilà. Quand vous créez, vous entreprenez quelque chose là, il faut toujours mettre tous les différents compartiments là à l'interne. Quand ça va prendre, ça sera vraiment chose, vous continuez avec ça. Mais il ne faut pas dire que non, je suis là avec 2 personnes. Non, il faut toujours faire bien et vraiment ça va prendre. Donc j'ai dit, ça c'est la deuxième que je disais là, voie de recours là, c'est l'inspecteur du travail qui doit vous délivrer une convocation, une convocation pour vous dire, vous exécuter par rapport à votre employé qui travaille avec vous et pendant un bout de temps, il n'a pas eu son dû. Ça, c'est chose. Soit un PV de conciliation entre les choses. Si l'employé refuse de vous donner votre salaire, on peut le convoquer. On peut l'envoyer maintenant au tribunal du travail par la suite. Ça, c'est les règles normales éditées au Burkina Faso. Même si les gens ne les respectent pas, nous parlons des règles normales. Voilà. Le travail à l'amiable, moi je viens vous voir, Abdeta, je veux du travail, vous me prenez, et ok, je travaille, ça c'est autre chose. Mais si c'est dans les normes, les règles de l'art qu'on vous a pris, voilà ce que vous pouvez faire pour réclamer ce que vous devez avoir. C'est beau, hein, Youssef, quand tu parles comme ça, oui, mais on parle plus aussi du service privé. Il y a des risques quelque part. C'est du privé que je parle. Oui. Voilà, il faut pas. C'est vrai que il y a des risques, mais donne l'information juste aux gens. Oui, Youssef, je note l'information juste. C'est une prochaine question que je te pose. Hein, parce que avant, c'est vrai que peut-être des emplois, c'est pas qu'ils connaissent pas. Des employés peuvent connaître. D'autres ne connaissent pas. Oui, c'est possible. Des employés peuvent connaître ces voies de recours, mais le risque aussi, c'est la perte de son emploi. Est-ce que si tu attaques ton employeur et tout, on sait qu'au Burkina Faso c'est chaud pour trouver du travail, le risque de perdre l'emploi va forcément amener les employés à se taire. Oui, ça c'est vrai. C'est comme je l'ai dit, le risque de perdre l'emploi amène beaucoup d'employés à se taire. Et ils souffrent dans leur corps. Ils deviennent comme des mendiants. Voilà. Parce que vous travaillez aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous ne travaillez pas. Si vous arrivez en famille, on vous sollicite de gauche à droite. Ce n'est pas parce que tu vas... Arriver à un moment, il faut se décider. Il faut se décider. Arriver à un moment, il faut prendre une décision. L'emploi est rare au Burkina Faso. Mais le fait d'avoir le courage, souvent, de s'organiser, peut amener certains employeurs à revoir leurs copies. Ce n'est pas la bagarre. Alors, Youssef, on va aborder l'aspect conséquence. La conséquence aussi sur la situation, notamment aussi du fonctionnement de l'entreprise, la vie du travailleur. Sur le fonctionnement de l'entreprise, il faut dire que quand vous avez un employé qui ne rentre pas à temps par rapport à ce qu'il doit avoir, il faut se dire que le rendement du travailleur au service peut être négatif. Parce que faut remarquer souvent, il est là, il vient, mais il n'est pas là. Parce qu'il vient au service, il est là, il n'est pas là. Il n'est pas là, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là, il est pensif, il pense, il a peur même qu'on l'appelle au téléphone pour dire que mon enfant est malade, mon enfant a été renvoyé à l'école. Je suis sûr c'est là. Donc,
le rendement que l'employé devait rendre, travailler pour avoir des devises, ça ne sera pas comme avant, ce ne sera pas normal. Donc ça, c'est déjà une conséquence pour l'entreprise. Il a dit souvent aussi que le travailleur, par négligence, peut faire une erreur parce qu'il n'est pas concentré sur le travail. Il est là, mais pensif. Il n'est pas là, comme on dit là, toi-même tu es là, mais tes idées sont ailleurs. Donc ça, c'est le fait de dire, de ne pas avoir ce qu'on lui doit. Il pense, je vais avoir ça quand, je vais avoir ça quand, je vais avoir ça quand. Donc, il ne peut pas travailler. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut entraver le rendement de l'employé par rapport à l'entreprise. Pourtant, l'employé doit travailler pour que des devises puissent être rentrées, pour qu'ils puissent être payés. C'est ça. Donc, vous voyez, ça c'est des conséquences sociales à l'endroit de choses. Et sur la vie aussi du travailleur, la vie familiale notamment, Youssef? Par rapport à la vie familiale du travailleur, il faut dire qu'ici, l'employé vit dans une société. Vivant dans une société, il y a des charges aussi que l'employé a. L'employé a des charges. Il y a l'alimentation qu'il doit nourrir sa famille. Il y a l'école des enfants. Il y a le besoin de payer son électricité, de payer son eau et de mettre l'essence pour venir au service. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous nantis pour avoir un chez-soi. Et nous dormons chez des personnes qu'on appelle des bailleurs, qui ont construit des logements et ils mettent à la disposition des employés. Donc, toi qui dors chez quelqu'un, à la fin du mois, le gars viendra, c'est un bonjour. Tu sais que ce n'est pas un bonjour. C'est un bonjour. Tu sais que c'est pas un bonjour. Il attend quelque chose après le bonjour. Son bonjour, là, il dit, je suis venu pour quelque chose. Et si tu n'as pas pour lui. Donc, ça, c'est des conséquences pour toi, ta propre personne. Tu n'es pas capable de résoudre. Le propriétaire, le bailleur, il a raison. Et toi, tu dois lui remettre son dû aussi. Parce qu'il a dit que tu as travaillé, tu attends la fin du mois pour payer sa maison où tu dors. Tu n'arrives pas à le faire. Conséquence, tu deviens malade. Tu deviens malade. Donc, tu ne peux pas... tu deviens malade. Tu deviens malade. Tu deviens malade. À ce point. Tu deviens malade parce que tu n'arrives pas à imaginer que quelqu'un peut venir souvent te chasser. Il y a des extrêmes. Hein? Il y a souvent des gens qui viennent chasser des gens parce qu'ils n'ont pas payé les loyers. Mais toi, tu comprends. Mais lui, il ne comprend pas. Parce que lui, il ne peut pas croire que toi, tu peux être un travailleur et à la fin du mois, on ne t'a pas payé. Il peut avoir des difficultés au service. Tu ne peux pas l'expliquer. Voilà. Souvent, même quand tu l'expliques, il va dire que c'est faux. Donc, voilà les conséquences sur la vie familiale. Et sur le rendu aussi au travail. Sur le rendu du travail. Voilà les deux conséquences qu'on peut énumérer par rapport au non-respect du délai du paiement du salaire. Alors, Youssef, peut-être qu'on va aller aussi à des solutions. Je le disais tantôt, l'entreprise peut être en difficulté. Je reste convaincu que l'entreprise peut être en difficulté, qui amène aussi les responsables. Parce que moi, je vois une société privée, ou une entreprise privée, c'est de l'entrepreneuriat. Individuellement, on peut entreprendre. Ça marche à un moment donné. À un moment donné, ça ne marche pas. Et il faut faire avec. Peut-être que l'année, ça marchera 8 mois. Les autres mois, ça ne marchera pas. Il faut aller. Et il faut que ça aille. Est-ce qu'on peut maintenant aborder les solutions? Qu'est-ce que tu proposes justement pour que aussi, du côté des employeurs, ils puissent s'organiser pour s'exécuter quand il s'agit de paiement du salaire, et que aussi des employés ils puissent aussi rendre bien le travail, parce que c'est certainement en rendant bien le travail qu'on puisse disponibiliser l'argent pour vous payer à la fin du mois. Oui, il faut organiser. Chaque chose, c'est une organisation. Si c'est bien organisé et vous avez des directives, les employés feront ce qu'ils doivent faire pour que l'entreprise fonctionne normalement. Bien. Pour que l'entreprise puisse avoir des bénéfices. Et eux aussi seront contents. Si l'entreprise a des bénéfices, ils seront contents. Donc, il faut organiser le travail. Et en pédagogie, on dit organiser le travail. Ce n'est pas la discipline. Si vous rentrez en classe, les enfants bavardent, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Vous allez passer votre temps à dire taisez-vous, taisez-vous. Mais si vous organisez bien la classe, le travail là, vous allez voir que le discipline là va y être facilement. Sur le travail, c'est comme ça. Donc, organisez bien à l'interne, structurez bien
donner des directives claires à tout un chacun, à chaque structure, à chaque responsable. Vous allez voir que c'est parti. Côté maintenant employé, ce que les employés peuvent faire pour que ça marche pour eux et pour leurs employeurs, c'est de s'organiser. C'est de s'organiser. Voilà. J'ai toujours dit que nous parlons dans le cadre national, au Burkina Faso, où c'est bien structuré. Les entreprises qui sont bien structurées, les petites et les moyennes entreprises. Il faut au moins qu'à l'intérieur, que les responsables de l'entreprise donnent la possibilité aux travailleurs de s'organiser en ayant quand même un délégué du travail à leur niveau. S'il y a un délégué du travail à leur niveau, c'est le délégué du travail qui sera le lien entre les employés et l'employeur. S'il y a ces problèmes de retard dont on parle dans les différentes entreprises au Burkina Faso, ce n'est pas individuellement que chacun doit se lever, aller voir le chef, le responsable, pour dire que vraiment ça ne va pas. Il faut aller à l'organisation, comme tu le dis. Voilà. Donc avoir des responsables qui peuvent... Ça ne se passe pas très souvent, hein. Je pense que c'est chacun pour soi. Très souvent dans les entreprises privées, il n'y a pas forcément de répondants. Maintenant, Youssef, est-ce que quelque part aujourd'hui, si on connaît aussi, moi je le disais à Rachid la dernière fois, on a l'impression qu'actuellement, c'est peut-être la crise sécuritaire, la crise sanitaire, en fait l'actualité, qui fait que l'environnement économique n'est pas favorable. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté aujourd'hui et je pense que même l'État est en difficulté. Tu te rappelles que récemment, pour le FONER, les étudiants ont parlé beaucoup. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi les problèmes liés à l'insécurité et la crise sanitaire qui fait aujourd'hui que les entreprises sont en difficulté? Oui, il y a la crise sanitaire qui est là. Il y a la maladie aussi, du coronavirus aussi, qui est là aussi. Qui fait que les entreprises sont en difficulté. Ça, c'est vrai, ça, c'est une réalité. Oui. Mais malgré ces difficultés que les entreprises traversent, s'il y a une organisation bien structurée là, d'autres peuvent s'en sortir. D'accord. Voilà. Mais s'il y a des difficultés et ce n'est pas bien organisé aussi, d'autres ne pourront pas s'en sortir. Bien sûr. Voilà. Parce que le fonctionnement aussi compte. Hein. L'organisation dans un service compte. C'est comme vous êtes à la maison. Vous êtes une dame. Si vous organisez mal, vous n'arrivez pas à être prêt pour le repas de midi. On comprend bien l'organisation. Youssef, notre temps est terminé. On a bien compris. C'est vraiment l'occasion aussi d'inviter les entreprises à bien fixer les priorités. Parce que quand on est en difficulté financière, on peut comprendre lorsque surtout on communique pour que les employés puissent savoir de quoi il s'agit. Mais surtout aussi, c'est de fixer les priorités, ne pas engager de nouveaux projets, par exemple, quand on est en difficulté comme ça. Et puis voilà, veiller aussi pour que les employés sentent aussi que voilà, on ne part pas sur des nouveaux projets, on revient à vous parce que ça ne va pas actuellement. Et je pense que ça pourrait aller, Youssef. Oui, souvent même, ce n'est même pas le problème du responsable, de l'employeur. Hein. Souvent, c'est ceux qui travaillent à l'interne qui ne savent pas bien s'organiser. D'accord. C'est ça. Souvent, l'employeur, il a tout ça va. Mais à l'interne, s'il y a des gens où on a responsabilisé, qui ne s'occupent pas bien de leur travail, de leur section, ça pose problème. Et les gens croient que c'est le sommet. Pourtant, ce n'est pas le sommet. Merci, Karasamba. C'est un thème intéressant qui va certainement donc intéresser et toucher aussi beaucoup d'entreprises au Burkina Faso qui sont en difficulté, surtout les employés. C'est vraiment une période de soudure, moi j'ai l'impression, parce que j'ai aussi des personnes qui travaillent un peu partout. Je connais en fait des gens qui travaillent un peu partout. C'est vraiment difficile pour le moment. Et nous espérons surtout qu'une solution sera trouvée. C'est ce qu'on puisse un peu espérer pour surtout ces employés qui sont en difficulté pour que les dettes diminuent. Parce que beaucoup vivent de dettes aujourd'hui, ça c'est la réalité. Et espérons aussi que les entreprises puissent en sortir parce qu'il faut bien que ces entreprises privées existent pour que justement ces employés existent. Merci Karasamba, à mardi prochain. Si Dieu le veut. On va marquer une petite pause musicale avant de dire au revoir aux téléspectateurs. Mariette nous propose ce clip dénommé Baligdi. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Et merci à toute l'équipe derrière qui travaille pour la réussite de cette émission. Merci à la rédaction, justement, qui nous accompagne avec le choix donc, des sujets et des invités. Et puis, rendez-vous demain, jeudi. Demain, mercredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Au revoir, Accuse.